Bonsoir, la section Normandie de la Société française de physique vous propose ce soir une conférence à Caen en lien avec l'astrophysique dans le cadre de l'opération nationale Nuit des temps. Nous tenons à remercier le Dôme de nous accueillir dans ses locaux pour cet événement. Notre présidente de région SFP Normandie, Sandrine Morin, a tout d'abord un petit message à nous transmettre. En tant que présidente de la section locale Normandie de la SFP, de la Société française de physique, je suis très heureuse de vous proposer 2 conférences normandes dans le cadre de la Nuit des temps 2021. L'une donnée par Antonella Esposito de l'Université de Rouen sur le super pouvoir des vers et l'autre sur les trous noirs dans l'espace-temps normand, proposée par François de Oliveira du Ganil à Caen. La section normande de la SFP se veut une vitrine de la physique en Normandie. Et avec ces 2 conférences, nous montrons un aperçu de la diversité des domaines de recherche en physique dans notre région. Cette Nuit des temps 2021 en ligne sera prolongée l'année prochaine en 2022 avec d'autres conférences et des événements festifs en présentiel. Je profite de cette introduction pour remercier l'ensemble de nos partenaires pour ce projet normand, les 3 universités normandes, Le Havre, Caen et Rouen, le CNRS et le CEA au travers du Ganil et de nos laboratoires de recherche, Sciences Action Normandie et l'Atrium à Rouen et le Dôme à Caen. Je vous rappelle aussi de ne pas oublier de participer au quiz proposé à la fin de nos conférences pour peut-être gagner des tablettes numériques offertes par la section locale. Et je vous souhaite enfin à tous et à tous une bonne nuit des temps. Merci Sandrine. Notre conférencier de ce soir, François de Oliveira, est chercheur en astrophysique au sein du Grand Accélérateur National Dion-Lourd, situé à Caen. Il est aussi astronome amateur depuis l'âge de 15 ans. François intervient régulièrement auprès du grand public pour partager sa passion. Ce soir, il va nous parler du trou noir dans l'espace-temps normand et va nous montrer notamment à la fin de son exposé comment il est possible d'en visualiser un depuis la Normandie. Suivez bien la présentation, car à la fin de l'exposé, un petit quiz sera proposé. Il permettra de gagner une tablette. Soyez donc attentifs. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler du temps, effectivement. Alors, pas du temps normand, mais du temps de la physique, du physicien. Qu'est-ce que le temps? C'est une des questions les plus difficiles, les plus fondamentales de la physique. Alors, il faut savoir que ça a été évidemment discuté, travaillé par énormément de physiciens. Alors, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Alors, évidemment, ce soir, je vais le faire de façon très succincte. Alors, je vais en fait commencer par 1905. Alors, 1905, c'est une année charnière. Il y a le temps qui a disons, été réfléchi, pensé d'une autre façon à partir de 1905. Qu'est-ce qu'il y avait avant 1905? Avant 1905, le temps était absolu. Absolu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon temps à moi, c'est le même que votre temps à vous. Tout le monde a le même temps. Par exemple, quand il est 14h à Caen, il est aussi 14h à Rouen, il est aussi 14h à Cherbourg. Évidemment, cela s'oppose à quelque chose qui est relatif. Alors, par exemple, pour donner un exemple, la température qu'il fait, c'est relatif. Ça dépend de où on est. Ici à Caen, quand il fait 14 degrés, il ne fait pas forcément 14 degrés à Rouen. Et alors, vous allez me dire, d'accord, 14 heures à Rouen, c'est pareil que 14 heures à Caen, mais ce n'est pas 14 heures au Brésil, par exemple. Et vous savez que c'est juste une histoire de convention. Il y a un temps qui est vrai pour toute la planète, qui s'appelle le temps universel. Et quand on dit 14 heures temps universel, c'est vrai pour tout le monde sur la planète. 14 heures temps universel, tout le monde est d'accord. 1905 arrive un certain monsieur Albert Einstein. Alors, il est très intéressé par les problèmes de physique de son époque. Et en particulier, il y a un problème qui l'intéresse beaucoup, qui est celui de la vitesse de la lumière. Alors, la vitesse de la lumière, elle est, du point de vue théorique, une constante. C'est quelque chose qui est constant, qui ne dépend pas de l'observateur. Et puis, du point de vue expérimental, il y a eu plusieurs expériences qui ont mesuré la vitesse de la lumière et on s'est rendu compte que la vitesse de la lumière était aussi une constante, du point de vue expérimental. Et ça, c'était
vraiment totalement en désaccord avec la physique de l'époque. Alors je vous donne un exemple. Quand on mesure la vitesse d'une voiture sur l'autoroute, si vous êtes sur le bas-côté de la route, vous allez mesurer par exemple 100 km/h. Mais si vous êtes dans un train qui roule en direction dans la même direction et dans le même sens que la voiture, vous allez à 100 km/h par exemple, vous allez voir la voiture comme si elle ne bougeait pas, à la même vitesse que vous, donc comme si elle ne bougeait pas. Et donc évidemment, la vitesse, c'est une chose qui est relative, ce n'est pas absolu. La vitesse devrait être normalement dépend de l'observateur, dépend de celui qui mesure. Alors si vous voulez utiliser cette astuce-là pour discuter, si vous êtes arrêté par un policier et qu'on vous dit vous avez roulé trop vite, n'allez pas sortir cette histoire d'observateur que vous n'êtes pas, que la vitesse est relative. C'est tout à fait, c'est un très mauvaise idée. Alors maintenant, par rapport à la lumière, donc la lumière, par contre, elle est absolue. Quand on mesure la vitesse de la lumière, qu'on la mesure donc sur le bas-côté de la route ou dans un train ou dans une fusée, la vitesse de la lumière, c'est toujours la même constante, 299 792 km par seconde. Et ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Alors Einstein réfléchit comme les autres physiciens, comme beaucoup d'autres physiciens. Et par exemple, il y a un physicien néerlandais qui s'appelle Lorentz, qui avait réfléchi lui aussi à ce problème. Et il avait proposé des équations pour, disons, calculer ce qu'il était nécessaire pour retrouver la vitesse de la lumière constante. Voilà, c'était on va dire une astuce mathématique. Du point de vue théorique, il y avait aussi le mathématicien français Henri Poincaré qui avait montré qu'effectivement les équations de Lorentz étaient les équations qui permettaient justement de garder la vitesse de la lumière constante, quel que soit l'observateur. Donc, du point de vue théorique, c'est confirmé, ce sont les bonnes équations de Lorentz. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Einstein réfléchit à la question et finit par trouver la solution. En fait, il propose une révolution de la physique, complètement, une énorme révolution de la physique. Il propose que le temps est relatif. Le temps n'est pas absolu, il est relatif. Ça veut dire que le temps à moi, ce n'est pas le même que le temps à vous. Donc, autrement dit, chacun a son temps, en fait. Et alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas vrai. Dans la vie de tous les jours, on constate bien que quand il est 14 heures voilà, sur ma montre, il est bien 14 heures sur votre montre. S'il n'y a pas un problème avec votre montre, on a tous la même heure. Et pourtant, voilà, Einstein dit le contraire. Et quand on regarde les équations de Lorentz, on s'aperçoit que plus on va vite et plus le temps se ralentit. Alors ça, il faut essayer de le comprendre bien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'observe quelqu'un qui va très vite, je me rends compte que le temps pour la personne qui voyage très vite est comme ralenti par rapport à moi, qui le regarde. Et donc, on peut imaginer, par exemple, quand on va dans un avion, qu'on va très vite dans un avion, que le temps, donc, ralentit un peu. Et vous savez, vous allez me dire que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Vous avez fait plusieurs fois l'expérience, probablement. Vous avez voyagé en avion et vous vous êtes rendu compte que, de rien du tout, en fait, que votre montre n'a pas du tout retardé en voyageant en avion. Alors cette expérience-là a été réalisée avec des montres très, très, très précises. Ce sont des horloges atomiques. Alors, il y a un article qui a été publié dans Science en 1972. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience, les physiciens? Alors, ils ont utilisé 3 horloges atomiques. Ils en ont mis une dans 2 avions, et puis ils en ont gardé une à l'aéroport. Les 2 avions sont partis, ont fait le tour du monde. Il y en a un qui est parti vers l'est, l'autre est parti vers l'ouest. Ils ont fait le tour du monde, ils sont revenus au point de départ, et puis ensuite, ils ont comparé les différentes horloges. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, les horloges qui avaient voyagé avaient effectivement été retardées par rapport à celles qui étaient restées à l'aéroport. Et alors d'une quantité en fait extrêmement infinitésimale, de quelques milliardièmes de secondes, de quelques nanosecondes, dans un vol qui a duré au total 48 heures. Donc c'est vraiment en fait très, 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 très petit. C'est en total accord avec la théorie de Lorentz, et évidemment totalement imperceptible dans la vie de tous les jours. Mais c'est un effet réel, un effet physique réel. Alors il suffit d'aller plus vite pour voir un effet plus grand. Alors on va aller par exemple dans un accélérateur de particules, comme celui dans lequel je travaille, qui est le GANIL, qui est le grand accélérateur national Dion-Lourd. Alors dans le GANIL, les particules vont à des vitesses jusqu'à 100 000 km par seconde, un tiers de la vitesse de la lumière.
Et à ces vitesses-là, effectivement, on a un ralentissement du temps qui est à peu près de 6%. Alors, ce ralentissement du temps, là, moi, je le vois dans mes expériences. Parfois, je suis obligé de corriger de cet effet dit relativiste, donc dû à nouveau à ce changement, à ce ralentissement du temps, du fait que le temps n'est pas absolu, qu'il est relatif. Si on va encore plus vite, alors par exemple, dans l'accélérateur qui se trouve à la frontière entre la France et la Suisse, au CERN, les particules sont accélérées jusqu'à pratiquement à la vitesse de la lumière, à 299 792, comme je l'ai dit. Et alors, pour ces particules-là, elles sont ralenties jusqu'à à peu près 10 000 fois. Donc, elles ont un temps qui est ralenti presque il n'est pas arrêté, mais ralenti 10 000 fois plus que dans la vie, qu'en laboratoire. Et donc, eux aussi, bien évidemment, les physiciens du CERN sont obligés de tenir compte de ce ralentissement du temps pour comprendre leurs expériences. Alors c'est vraiment une idée vraiment très, très contre-intuitive hein, qui a suscité beaucoup de débats dans les physiciens. C'était voilà, une surprise et certains ont résisté évidemment à cette idée parce que pour eux, c'était inadmissible. Alors maintenant, c'est totalement confirmé, je l'ai dit, dans les laboratoires où on accélère les particules à très grande vitesse, on voit bien cet effet, on mesure bien cet effet. Alors, il y a eu, par exemple, des gens qui ont proposé des idées de physique, des idées on dit expérience de pensée, pour essayer de comprendre un peu mieux les choses. Il y a en particulier un physicien français qui s'appelle Paul Langevin et qui a proposé une expérience. Alors, c'est une expérience de pensée qu'on n'a pas encore réalisée. Alors moi, je ne vais pas raconter l'expérience en entier parce que c'est un peu compliqué, mais je vais parler d'une partie de l'expérience. Je vais faire une introduction par rapport à cette expérience. Alors imaginez deux jumeaux qui ont exactement le même âge, évidemment, 20 ans par exemple, et il y en a un qui s'embarque dans une fusée à très grande vitesse, qui part loin, évidemment. Et alors pour celui qui est resté sur Terre, il regarde son jumeau et il voit qu'effectivement pour lui, le temps est ralenti. On va par exemple dire ralenti par un facteur 80, parce qu'il va très vite. Alors celui qui est dans la fusée, il s'aperçoit de rien du tout. Hein, et donc pour lui, le temps est tout à fait normal. Son cœur bat à la même vitesse. Autour de lui, les choses fonctionnent à la même vitesse. Il ne s'aperçoit pas du tout que le temps est ralenti. Il va voyager pendant 1 an et il va revenir sur Terre au bout d'1 an. Donc il aura 21 ans et il va retrouver son frère qui aura pour lui eu 80 ans de plus. Et donc il y a vraiment voilà, une énorme surprise parce qu'il va retrouver son frère qui aura 100 ans, en fait. Quand lui va arriver, il aura 21 ans. Il y aura une énorme différence d'âge entre les deux. Et ça, c'est vraiment très, très surprenant. Alors, on n'a encore jamais réussi à faire ça, mais si on pouvait construire ce vaisseau, on pourrait effectivement faire cette expérience et vivre cet extraordinaire événement de deux personnes, de deux jumeaux d'âge complètement différents. Alors, je vais poser 2 questions, vous allez réfléchir 2 secondes. Alors, première question, c'est est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Alors, vous l'avez deviné, évidemment, la réponse est oui. Oui, en fait, si on vient c'est l'expérience que je viens de décrire. De certaine façon, on peut dire le jumeau qui a voyagé dans la fusée, il a voyagé dans le temps et est allé retrouver son frère 80 ans plus tard. D'une certaine façon, il a voyagé dans le temps. Si moi, par exemple, je voulais discuter avec mes petits-enfants, ben, ça serait possible en fait. Il suffirait que je construise une fusée qui aille suffisamment vite, qui aille à très grande vitesse. Je fais un voyage de 1 an, par exemple, je reviens sur Terre, et peut-être qu'ici, sur Terre, il se sera écoulé 1000 ans, par exemple, et donc je vais rencontrer des gens terriens dans 1000 ans. Et voilà, donc j'aurais quelque part, on peut dire, voyager dans le temps. Alors, c'est vrai pour le futur, je peux voyager vers le futur, je ne peux pas voyager, jusqu'à encore aujourd'hui, on ne peut pas voyager dans le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Deuxième question, c'est est-ce que je peux partir ce matin, voilà, le matin, en direction de la galaxie d'Andromède, prendre des photos, arriver là-bas, prendre des photos et revenir pour le souper? Est-ce que c'est possible? Alors, je vous rappelle que la galaxie d'Andromède est située à 2,5 millions d'années-lumière. Alors, 2,5 millions d'années-lumière, c'est une distance considérable. Hein. C'est la distance que prend la lumière. La lumière prend 2,5 millions d'années pour nous parvenir depuis la galaxie.
comme la lumière va à la vitesse de pratiquement 300 000 km par seconde. Donc voilà, ça veut dire que c'est une distance considérable. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire un aller-retour dans la journée? 2 secondes, 1, 2, vous avez la réponse? Alors je vous la donne, c'est évident aussi. C'est une réponse de Normand, c'est oui et non, ni oui ni non. Alors ça dépend de qui en fait, ça dépend pour qui. Alors celui qui est dans la fusée, évidemment, pour lui, s'il va suffisamment vite, le temps va se ralentir et il pourra effectivement faire l'aller-retour dans la journée. Il pourra aller jusqu'à la galaxie d'Andromède, prendre des photos et revenir. Et voilà, pour arriver, pour prendre son souper sur Terre. Pour celui qui est resté sur Terre, eh bien, comme vous le savez, la vitesse maximale, c'est la vitesse de la lumière. Donc il faut au minimum 2,5 millions d'années pour aller jusqu'à la galaxie d'Andromède, et il faut encore 2,5 millions d'années pour revenir de cette galaxie. Donc au total, il faut au minimum 5 millions d'années. Et donc voilà, celui qui est parti, pour lui, ça a duré une journée. Pour celui qui est resté, ça a duré 5 millions d'années, au minimum. Donc on voit là une difficulté. Ça peut être de revenir 5 millions d'années plus tard, évidemment, ça peut devenir une très grande difficulté. Alors ensuite, Einstein, en fait, s'est pas contenté de discuter de cette histoire, cette nouvelle notion du temps de la relativité dite restreinte. Il a réfléchi parce que justement ces équations-là étaient restreintes à quelques observateurs. Ce n'était pas vrai pour tous les observateurs. Et donc il a réfléchi à le rendre vrai pour tous les observateurs de l'univers. Et donc il a travaillé sur cette idée-là. Et en 1915, il propose une nouvelle théorie avec des nouvelles équations. Donc ce sont les équations d'Einstein ou les équations de la relativité générale. Et ces équations, en fait, confirment les résultats qui ont été obtenus avec les équations de Lorentz, c'est-à-dire que le temps se ralentit quand on va très vite, mais elles donnent aussi des résultats encore plus intéressants, encore plus étonnants, encore plus étranges dans certaines configurations. Alors, il se trouve que ces équations disent que le temps se ralentit quand on est sujet à une force de gravitation. Nous sommes tous ici sur Terre sujets de cette force de gravitation. C'est la force qui nous attire vers la Terre. La Terre est une masse à une certaine masse, et elle nous attire de par sa masse. Et donc ça nous fait tenir sur Terre, évidemment, et pas voler dans l'espace. Et du fait de cette force de gravitation, le temps pour nous s'écoule plus lentement. Alors c'est encore une fois un effet très subtil. Alors si on fait le calcul, ça correspond à un ralentissement du temps de 1 seconde sur 30 ans. Donc voilà, si on met un astronaute très loin dans l'espace comme Thomas Pesquet, et avec une montre, la même montre que la mienne, et puis qu'on attend 30 ans, et bien, quand il va revenir, et bien, sa montre sera en avance par rapport à la mienne de 1 seconde. Et ça sera un effet de la relativité générale. Alors ça correspond à peu près à 38 microsecondes par jour de retard. Alors 38 microsecondes, ça veut dire millionième de seconde. 38 millionièmes de seconde. Alors c'est vraiment une quantité très très faible, un retard extrêmement faible, imperceptible dans la vie de tous les jours. Mais en fait, il y a des applications techniques qui sont suffisamment sensibles pour voir cet effet, pour être sensible à ce problème, à cet effet. Et ce sont par exemple les GPS, les systèmes de positionnement, le système que vous avez dans votre voiture pour vous guider. Eh bien, le système de GPS utilise en fait des signaux qui viennent de différents satellites qui sont placés donc loin de la Terre et un système de différence de temps entre les différents satellites qui permet en fait de calculer la position de la voiture. Si on ne tient pas compte de cet effet de ralentissement du temps quand on est à la surface de la Terre, on a un problème. Alors ce problème, ça se traduit par un décalage en position. Voilà, en prenant mon GPS, alors par exemple, je suis aujourd'hui sur Caen, et puis si j'attends par exemple 2 semaines, en ne tenant pas compte de cet effet de gravitation, eh bien, je vais me retrouver avec mon GPS, je vais me retrouver à Rouen. Mon GPS sera complètement faux, en fait, sur ma position par rapport à la planète. Je serai complètement à côté, à une centaine de kilomètres de la place où je suis réellement. Et ça, c'est juste l'effet du ralentissement du temps de la relativité générale. Alors là, on a envie, évidemment, quand on voit ça, c'est encore une fois extrêmement étonnant, extrêmement
quelque chose qui vraiment est très surprenant. Et donc, on a envie de tester ça, on a envie de jouer avec ça, on a envie de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, on cherche. Ce qu'il nous faut trouver, c'est en laboratoire, c'est un objet qui est suffisamment massif ou suffisamment dense pour voir un effet de ralentissement dû à la gravitation. Alors, quand on réfléchit et qu'on essaie de trouver un objet très dense, le plus dense objet qu'on peut trouver dans notre laboratoire, c'est le noyau d'un atome. Si vous regardez, en fait, l'atome, il est déjà très petit, hein, et le noyau, il est 100 000 fois plus petit que l'atome. Et pratiquement toute la masse de l'atome est concentrée dans le noyau de l'atome. Donc, ce qui fait une densité extraordinaire, ça fait une densité de 230 000 tonnes par millimètre cube dans le noyau de l'atome. C'est une densité considérable. Malgré cela, parce que le noyau est très petit, on n'a pas d'effet de ralentissement. Ça ne suffit pas. En fait, sur Terre, il n'y a que la Terre, en fait, l'effet de la gravitation de la Terre qui permet de tester la théorie de la relativité générale. Donc, on a envie d'aller voir au-delà de la Terre, aller voir dans l'espace. Alors, dans les astres qui sont autour de nous, il y en a des moins massifs que la Terre, par exemple la Lune, ou des plus massifs, il y a le Soleil. Alors, effectivement, on a déjà testé le ralentissement du temps sur le Soleil. Il y en a d'autres qu'on veut tester aussi plus loin. Il y a par exemple, dans les objets les plus denses qu'on peut trouver autour de nous, autour du Soleil, il y a ce qu'on appelle les étoiles à neutrons. Alors, les étoiles à neutrons, ça correspond à des étoiles qui ont la densité du noyau de l'atome, à peu près 230 000 tonnes par millimètre cube. Donc, c'est une densité considérable. Et ces étoiles à neutrons ont une masse d'à peu près jusqu'à 2 fois la masse du Soleil. Donc, c'est aussi une masse considérable. Et là, on a des effets sensibles de la relativité générale. Si on se place à la surface de l'étoile, on devrait voir un ralentissement du temps d'à peu près 8%. Ça correspond à peu près, si on veut comparer, au ralentissement qu'on observe au Ganymède avec notre accélérateur de particules. Alors, 8%, voilà, c'est intéressant. Et en fait, ça a été vu dans des mesures faites à travers des systèmes, par exemple, binaires de 2 étoiles à neutrons. On a vu ce ralentissement, cet effet de ralentissement et d'effet de relativité générale sur le temps. Ça a été vu, ça a été confirmé. Est-ce qu'on peut trouver encore plus dense, encore plus massif? La réponse est oui. Alors pour cela, il faut regarder autour de nous, dans notre environnement. Et vous savez qu'on habite dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Alors la Voie lactée, c'est une espèce de galette remplie de milliards d'étoiles. En fait, il y en a plusieurs centaines de milliards. Et le Soleil est une étoile parmi d'autres. Et vous voyez, sur la gauche, là, vous avez un dessin de la Voie lactée. Alors évidemment, c'est un dessin vu d'artiste, parce qu'on ne peut pas prendre la photo. On est dans la galaxie, donc on ne peut pas sortir de la galaxie pour prendre la photo. Et puis sur la droite, vous avez une photo d'une galaxie voisine qui s'appelle la galaxie d'Andromède, qui ressemble beaucoup à la nôtre. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des bras, mais il y a surtout un centre, un noyau de la galaxie. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière à l'intérieur, au centre de la galaxie. En fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étoiles. Il y a une très grande densité de matière. Et en fait, il y a un objet tout au centre de ce noyau de la galaxie, un objet extrêmement massif qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Et il est de la taille à peu près de quelque chose comme 20 fois la taille du Soleil. Donc c'est vraiment un objet pas très grand finalement et d'une masse considérable, 4 millions de fois la masse du Soleil. Alors là, évidemment, on peut calculer et on sait en fait qu'on devrait avoir des effets de ralentissement du temps considérables. Alors, est-ce qu'on peut voir ce centre de la galaxie? Est-ce qu'on peut voir cet objet, ce monstre à l'intérieur de notre galaxie? Alors, pour cela, eh bien, je vous invite à justement sortir dehors la nuit. Il faut sortir à 2 h du matin. Il faut sortir au mois de juillet, 2 h du matin. Vous regardez plein sud et c'est ce que vous voyez sur cette diapo. Alors, vous avez bien sûr des étoiles quand le ciel est dégagé. Vous voyez aussi une espèce de halo. En fait, c'est le halo de la ville, les lumières de la ville. Alors, heureusement, il y a de plus en plus de villes qui éteignent leur lumière la nuit. Mais si vous voulez profiter d'un beau ciel, il faut venir en Normandie, aller dans la campagne, loin des villes, pour voir un beau ciel sombre. Et vous avez aussi, vous voyez, une espèce de bande blanchâtre et noirâtre qui correspond à la Voie lactée. En fait, c'est la Voie lactée, puisqu'on est à l'intérieur de la Voie lactée, elle est vue par la tranche. Et c'est ça la Voie lactée. Alors maintenant, si on regarde tout en bas de la Voie lactée, du côté de l'horizon, si on peut faire un petit zoom, voilà, on y arrive ici, on est à peu près, voilà, c'est dans ce coin-là qu'il faut regarder en fait pour voir le centre de la galaxie. Si on fait un zoom,
On rentre là, voilà. Alors, ce sont des photos qui ont été prises par un astronome amateur qui s'appelle Nicolas Desmoulins du club d'astronomie du club de la Girafe à Caen. Alors, donc, ça a été pris dans la région très proche, dans la périphérie de Caen. Hein. Donc, il ne faut pas s'éloigner très loin de Caen pour faire des très belles photos. Alors, ce qu'on voit ici, à nouveau, hein, c'est la Voie lactée, c'est notre galaxie. On voit cette bande blanchâtre et cette aussi bande noirâtre. C'est notre Voie lactée. Alors, ça correspond en fait à énormément d'étoiles. Hein. Il y en a plusieurs centaines et en fait des millions d'étoiles ici. La bande noirâtre qu'on voit en fait correspond à des nuages de gaz et de poussière qui sont situés à des distances considérables. Hein. C'est des nuages interstellaires, donc très loin de nous, et qui nous obscurcissent le fond du ciel. Donc, ils ne nous permettent pas de voir au-delà du nuage. Et tout en bas, alors pratiquement à l'horizon, hein, j'ai fait une petite croix et vous avez là la position de cet objet de masse considérable de 4 millions de fois la masse du Soleil. Il est là, caché derrière le nuage sombre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va observer? Si on pouvait voir à travers le nuage, qu'est-ce qu'on verrait? Alors, voici deux images. Alors, celle en bas à gauche correspond à une image réelle, reconstituée, mais vraie, obtenue récemment en 2019 par la collaboration Event Horizon Telescope. Et qu'est-ce qu'on voit? On y voit, alors on ne voit pas une étoile, hein. On pourrait s'imaginer de voir une étoile au centre, mais en fait on ne voit pas une étoile, on voit un trou noir. On voit rien, en fait, finalement, au centre il n'y a rien. Puis tout autour il y a une espèce de halo de lumière. Alors en haut à droite, vous avez une reconstitution, une simulation. Elle a été faite pour le film Interstellar. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film, et ça parle exactement de ce sujet-là. C'est le ralentissement du temps quand on s'approche d'un trou noir. Et c'est un film très, très sérieux hein, qui a été fait avec des physiciens. Et donc ce qui est montré là, pour la plupart du temps, même pratiquement, probablement pour tout ce qui est montré dans le film, ça correspond à de la physique réelle qui existe. Et à nouveau, vous voyez qu'au centre de cet objet, il n'y a pas une étoile, il n'y a pas un objet, en fait, il y a une espèce de trou noir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on voit là, évidemment c'est un peu compliqué, mais on voit surtout qu'il y a une espèce de trou noir. En fait, on ne voit pas d'étoile, on ne voit pas d'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a un trou noir? Alors je vais vous le dire, ça vient aussi du temps, en fait. On peut le dire que ça vient du temps aussi. Pourquoi? Parce que imaginez qu'on arrive à s'approcher suffisamment près de ce trou noir, de ce trou noir central de la galaxie. Alors, on pourrait par exemple lancer une horloge. Donc qu'est-ce qu'on verrait? On verrait une horloge qui s'approcherait du trou noir, on verrait le temps se ralentir, comme je l'ai dit, à cause de l'effet de gravitation. Donc le temps allait de plus en plus lentement, plus l'horloge va s'approcher du trou noir et plus le temps va s'écouler lentement. Et puis il va arriver un moment où il va toucher ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. Et là, à cette position, l'horloge va être tellement ralentie en fait qu'elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter et, c'est ma dernière diapo, elle va s'arrêter et c'est non seulement l'horloge qui s'arrête, mais c'est aussi les atomes qui s'arrêtent, c'est tout qui s'arrête en fait. Et c'est aussi la lumière qui s'arrête. Même la lumière est arrêtée, même la lumière ne bouge plus. Le temps est totalement figé. Et voilà, c'est ici aussi que s'arrête ma présentation. Au nom de la SFP et de ses partenaires, nous te remercions François pour cet exposé très intéressant. Si tu es d'accord pour y répondre, j'aurai quelques questions pour toi. Avec plaisir. François, tu parles de voyage dans le temps dans ton exposé. Peut-on remonter aux premiers instants de l'univers? Alors, j'ai parlé effectivement de voyage dans le temps. Hein. J'ai parlé de voyager dans le futur, d'aller voir des gens dans 1 million d'années. Alors, j'ai dit aussi qu'on ne pouvait pas remonter le temps, on ne pouvait pas aller dans le passé. Alors, c'est vrai, on ne peut pas revenir dans le passé, mais d'une certaine façon, on peut le faire. Pourquoi? Parce que quand on regarde des objets qui sont situés très loin dans l'espace, il leur faut, à la lumière qui est émise par ces objets, il faut du temps pour nous arriver. Et donc, quand on regarde un objet lointain, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un objet aussi loin dans le temps, dans le passé, en fait. Si on regarde un objet situé à 1 milliard d'années-lumière, ça c'est une distance, hein, 1 milliard d'années-lumière, eh bien, il est situé aussi à 1 milliard d'années dans le passé. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire oui, en fait, on est capable, on peut voir loin dans le passé. Jusqu'à quelle limite? C'est une question intéressante. La limite, c'est en fait celle ce qu'on appelle le rayonnement diffus cosmologique. C'est une lumière qui a été émise à peu près il y a 13 milliards,4
Et ça correspond en fait à la lumière émise à un moment où le ciel est devenu l'univers est devenu transparent. Avant cette date, l'univers était complètement opaque et donc on ne peut pas voir la lumière qui est émise plus tôt que cette date puisque l'univers était complètement opaque. Très bien. Dans ton exposé, tu parles du temps dans le cadre de la relativité. Qu'en est-il des autres dimensions telles que la distance pour la relativité ? Oui, encore une bonne question. Alors effectivement, je l'ai dit, j'ai parlé de beaucoup de temps, mais en fait les deux sont inséparables. On parle d'espace-temps. C'est donc le titre de mon exposé, c'était justement pour dire que l'espace et le temps sont complètement combinés, liés. On ne peut pas les séparer, ils sont intimement liés. Et donc dans l'expérience que j'ai discutée d'aller par exemple jusqu'à la galaxie d'Andromède, faire l'aller-retour dans la journée, vous comprenez aussi que d'une certaine façon, c'est de la distance aussi qui est relative. Pour la personne qui a voyagé, la distance entre la Terre et la galaxie d'Andromède n'est pas de 2,5 millions d'années-lumière, mais elle a été beaucoup plus courte puisqu'il a réussi à faire l'aller-retour dans la journée. Donc oui, effectivement, les distances peuvent aussi varier, elles peuvent aussi être dilatées ou elles peuvent aussi se raccourcir en fonction justement de l'observateur, en fonction de sa vitesse. Très bien. Tu nous as montré aussi un trou noir à la fin de l'exposé. On parle beaucoup de singularité de l'espace-temps pour les trous noirs. À quoi cela fait-il référence ? Merci, c'est une très très bonne question en fait. Alors là, je vais renvoyer cette question-là à tous nos jeunes auditeurs. En fait, on ne sait pas. C'est parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. C'est la limite du modèle. C'est la limite de la théorie de la relativité générale. Et il va falloir maintenant à nouveau de jeunes chercheurs pour essayer de comprendre, d'essayer d'inventer la physique à l'intérieur du trou noir, et en particulier au centre du trou noir. C'est ce qu'on appelle la singularité. Qu'est-ce qu'il y a comme physique là ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Personne ne sait. Super ! Merci pour toutes ces clarifications et à nouveau pour ce bel exposé. François, tu as également préparé un quiz en lien avec ton exposé. Peux-tu le présenter ? Alors oui, effectivement, j'ai préparé 5 questions. Alors attention. Alors la première question, le temps est absolu. Vrai ou faux ? Est-ce que le temps est absolu ? Deuxième question, qui a changé notre vision du temps ? Est-ce que c'est Langevin ou est-ce que c'est Einstein ? Troisième question, pour les physiciens du Ganil, dont je fais partie, le temps des particules s'écoule plus lentement, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est 6% plus lentement ou 10 000 fois plus lentement ? Quatrième question, le temps s'écoule plus lentement sur Terre ou sur la Lune ? Et dernière question, quand puis-je voir le trou noir de la galaxie ? Si j'ai envie de voir le trou noir de la galaxie ou d'imaginer le trou noir de la galaxie, de notre galaxie, quand est-ce qu'il faut que je sorte ? Au mois de janvier ou au mois de juillet ? Merci François. Tout le plaisir était pour moi, merci. Chers spectateurs et spectatrices, si vous souhaitez participer au quiz, il faudra envoyer vos réponses au courriel suivant sectionnormandie@sfp.fr en spécifiant votre nom et prénom et en indiquant quiz trou noir en objet du courriel. Vous avez jusqu'au 27 mars pour transmettre vos réponses. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Les résultats seront communiqués début avril aux gagnants. Pour finir, n'oubliez pas de suivre également la conférence d'Antonella Esposito, Rajeunir sans remonter le temps, le super pouvoir des vers. Pour cette autre conférence organisée par la SFP Normandie, il y aura aussi un quiz qui permettra de gagner à nouveau une tablette. Merci pour votre attention. Bonne soirée Nuit des Temps à tout le monde.